Bonjour et bienvenue dans la pause décoloniale, l'émission podcast des femmes de Kanaki Nouvelle-Calédonie qui reformulent la décolonisation, parlent de leur lutte et conversent avec des femmes d'ici, du Pacifique et d'ailleurs. Aujourd'hui, l'équipe de la pause décoloniale vous propose la seconde et dernière partie de l'interview de Noéla Pouemat, autrice kanak originaire de Bako, professeure de français au collège de Tieta-Avo, présidente de l'association Puabwavitila qui gère le centre culturel Pomemi. Dans la première partie diffusée le 1er avril, Noéla Pouemat nous parlait de son métissage, de son identité, de son enfance à la tribu de Bako, de son écriture, ainsi que des thèmes qui inspirent ses œuvres littéraires. Dans la seconde et dernière partie de son interview diffusée ce jour, Noéla Pouemat partage son point de vue sur le traitement des violences à l'égard des femmes, un thème qu'elle aborde dans ses œuvres. Elle nous parle également de son engagement, de son métier de professeur de français, et enfin, elle nous donne son point de vue sur le système éducatif. Continuez à découvrir ou redécouvrir ce portrait d'une femme kanak de Koné engagée qui, sans langue de bois, pointe les dysfonctionnements de notre société contre lesquels elle lutte à sa façon et à son niveau, et qui souligne par ailleurs l'intérêt de reformuler des pratiques, à commencer par l'école si l'on veut construire une société avec des citoyens heureux. Bonne écoute, bonne pause décoloniale. On a débuté l'année 2024 avec le décès de 3 jeunes d'une vingtaine d'années, dont une victime de féminicide. Et il y a d'ailleurs eu une marche là organisée par le collectif Cris et pleurs de femmes ce samedi 27 janvier 2024. La violence à l'égard des femmes notamment, c'est un sujet dont vous parlez dans vos œuvres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette violence, de cette démarche-là, de marcher encore une fois pour dénoncer les violences à l'égard des femmes? Ce que j'en pense, déjà, c'était toutes mes condoléances à la famille de la jeune fille là qui est morte en 1er janvier en plus. Oui. Quand j'ai vu que il y aurait encore une marche, j'ai dit encore une marche. Mais pour faire quoi en fait? Moi, j'étais à l'origine aussi. On a fait une petite marche dans le village à Koné pour une maman qui avait subi des violences sur Kanala. Donc, je dis encore une marche. Donc moi, j'ai fait ça aussi. J'ai dit mais jusqu'à quand en fait on va marcher? En fait, c'est quoi l'objectif? Quand j'ai abordé ce thème-là dans ma nouvelle imprégnant de fleurs, c'était pas pour dénoncer. C'était juste que je trouvais absurde la situation puisque la jeune fille qui est décédée, parce que ça vient d'un fait, c'est une histoire qui s'est déroulée ici. Je l'avais vue le vendredi. Et après, on m'a annoncé, puisque moi j'étais sur Nouméa, je la connaissais de vue, hein, comme voilà, je la voyais souvent. Et je trouvais absurde le fait qu'elle soit morte comme ça en une soirée. J'ai dit mais c'est pas concevable. Je l'ai vue vendredi avant de partir sur Nouméa avec mes élèves. Et puis j'apprends que dans la nuit de vendredi à samedi ou de samedi à dimanche, je sais plus, parce qu'il y avait une soirée, elle est décédée parce qu'elle a été tuée. J'ai voulu parler de ça, c'était par rapport à les choses, elles arrivent vite et puis qu'après on met ça sous le prétexte de l'alcool. Oui, j'ai bu puis je me rappelle plus où j'ai bu. Non, Coco, à un moment tu arrêtes. Si boire, c'est taper sur quelqu'un, il vaut mieux que tu arrêtes. Va boire du champomis ou je sais pas quoi, mais arrête l'alcool tout court. Donc là, je sais que le collectif, il a marché. Donc voilà, ma réaction, c'était encore. Et après quoi? Après, c'est quoi l'objectif? En fait, on parle à qui? On veut sensibiliser nos jeunes filles. Mais les jeunes filles, quand elles sont amoureuses, elles regardent pas. Elles vont toujours pardonner. Même le premier coup, hein, on a beau avertir les jeunes filles, le premier coup qu'elles vont prendre, il y en a d'autres qui vont suivre si elles pardonnent. Moi, je peux dire ça parce que j'ai subi ça, personnellement. Voilà. J'ai subi les coups. Le premier coup, c'est le premier de beaucoup d'autres qui vont suivre. Ça, faut que les filles, elles soient au courant de ça. Il faut pas croire aux larmes des mecs quand ils vont dire qu'ils vont plus recommencer. C'est faux. Ça, faut bien qu'elles mettent ça dans leur tête. Mais après, quand on est amoureuse, on essaye on pense qu'on peut faire changer la personne. Voilà. De quelqu'un qui est violent,
on peut le changer, il peut devenir quelqu'un de bien. Non, s'il a la violence en lui, c'est que c'est là. Donc, ok, on va marcher, ok, on va dénoncer, et puis quoi? Pourquoi ce ne sont pas les hommes qui sont partis marcher? Pourquoi ce sont toujours les mamans? Et puis le collectif, c'est cri et pleurs de femmes. Cris et pleurs de femmes. Voilà. Mais les femmes chez nous, jusqu'à quand elles vont pleurer? Jusqu'à quand elles vont pleurer? Avec tout le travail qu'on accomplit partout dans nos tribus, là, au bout d'un moment, on va dire stop. C'est vrai, il faut éduquer nos garçons. Il faut éduquer nos filles à être fortes, à être indépendants. Il faut bien faire comprendre aux filles que c'est pas le garçon qui doit être le centre de ton univers. Il faut que tu travailles. Ça, c'est ma grand-mère qui me disait ça. Il faut travailler, il faut avoir ta maison, il faut avoir ta voiture. Mais maintenant, je comprends, hein. Avec beaucoup de recul, je comprends toutes les paroles qu'elle est en train de me dire parce qu'en fait, elle me préparait à la vie. Donc, il faut que les jeunes filles, elles soient autonomes. Et puis après, quel discours on donne à nos fils? Comment on éduque nos fils? Et puis tous les vieux, là, qui font des jolis discours, là, à droite et à gauche, là. Il y en a plein qui boivent aussi. Voilà, c'est eux qui devraient aller marcher. Comme quelqu'un qui tape une autre personne, c'est quelqu'un de malade. Quand on regarde un peu tout ce qui nous arrive, moi j'ai l'impression que notre société, elle est malade. Comment on fait pour soigner tout ça? Donc, il faut que chacun joue son rôle. Le papa, il faut que il soit à côté de la maman pour aller marcher. Parce que l'enfant qui a tué, il n'est pas sorti d'un morceau de caillou. Il a un papa et une maman. Vous regrettez que les hommes prennent pas assez conscience de leurs responsabilités dans tout ça? Bien sûr, pourquoi ce sont toujours les mamans qui vont aller marcher? Mais les enfants, là, ils sont pas sortis d'un morceau de bois. Ils ont bien été créés par quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'éducation. Ça veut dire que c'est la faute des mamans si les garçons, ils sont devenus comme ils sont devenus. Il y a beaucoup d'interrogations qu'on peut avoir, derrière tout ça. Marcher, c'est bien, mais dénoncer, c'est bien aussi. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'il y a des lois qu'il faudrait changer. Peut-être qu'il faudrait être beaucoup plus sévère. Ou bien peut-être qu'il faut soigner. Le rapport à l'alcool en Calédonie, il est violent quand même. Enfin, on a l'impression qu'on est abruti. Après, on peut parler de répression. Hein. Il y en a. Enfin, moi, je lis un peu tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux là. Il y en a plein qui parlent de répression, la prison. Je sais pas si ça c'est une solution. Je sais pas si ça va soigner les personnes qui sont comme ça. La preuve, je crois que le jeune qui a tué sa compagne là, il s'est suicidé juste après. Comme il y a eu déjà à Ouégoua, c'est Madame Danguigny qui en parlait justement avant la marche, que à Ouégoua il y avait eu un féminicide aussi. Et le monsieur il s'est tué juste après. Déjà il tue une personne, cette personne-là elle vient d'une famille. Après lui il se donne la mort, ça veut dire qu'ils avaient pas de réponse. Je dis à mes filles dans la classe, j'essaye de les mettre en garde. Si on met en garde, c'est par expérience. Après, il faut pas empêcher les gens de faire leurs propres expériences, mais c'est semer une parole qui va les interpeller. Qui j'espère va rester un peu dans leur tête, quoi. Voilà, moi je dis aux garçons, une fille, elle a beau avoir du caractère, mais le garçon, il a la force physique derrière. Voilà. Peut-être qu'à un moment, les filles, ça va elles vont arriver plutôt à commettre des gestes irréparables parce que ça va être leur seule défense. Mais il faut pas qu'on en arrive là, à cette dérive et puis on maîtrise plus rien, quoi. Mais Est-ce qu'on banalise ici aussi la violence? Pour moi, c'était pas normal, en fait, que quelqu'un me tape. Moi, je comprenais pas. Mais au moment où j'ai vécu ça, j'étais en France. On va dire que j'étais toute seule. Et puis, j'avais peur de dire parce que je me suis dit, c'est moi qui me suis mis dans cette situation-là. Vous avez honte? J'avais honte et puis je me suis dit non, je vais pas embêter. Voilà, je veux pas embêter les autres avec mon problème. Puisque c'est moi qui ai vécu, qui a voulu vivre ça, il faut que je me débrouille. Donc après, à partir il y a eu la violence verbale. Hein. Moi, j'ai connu violence psychologique, si on peut dire ça comme ça, où on est constamment rabaissé. Moi, j'étais constamment rabaissée, jusqu'à croire que je suis plus rien. Je me rabaissais moi-même. Après, il y a eu la violence physique. Par contre, un jour, j'ai dit ça suffit. J'avais un couteau entre les mains. Heureusement que j'ai pensé, mais j'étais en France, hein. J'ai dit, s'il me touche encore, je vais le poignarder. Mais j'ai pas envie de finir ma vie en prison. En France, j'ai envie de revoir ma famille. Ça fait que j'ai rien fait.
Mais j'étais à 2 doigts de commettre Vous l'irréparable. étiez en mode Ah oui, ça y est. défense, Oui. survie. C'était défense survie, mais c'est surtout la haine. J'en avais vraiment marre Oui. qu'il essaye qu'il me tape dessus ou qu'il me malmène. Et puis, j'ai dit, alors là, ça va être lui ou moi. Et puis, ce qui m'a permis de sortir de cette situation-là, c'est vrai que je suis revenue ici au pays, mais c'est mon grand frère. C'est l'importance d'être entouré Voilà, aussi. d'être entouré aussi. Oui, mon frère, mes frères, hein, ils m'ont soutenu à leur façon. Donc, c'est là où je me suis dit, en fait, je suis pas toute seule. Et ça vous rappelle que vous êtes quelqu'un, que vous êtes aimé. Voilà. C'est important. Voilà, c'est ça. C'est un mécanisme que vous disiez tout à l'heure de l'isolement. Voilà, c'est ça. Parce que les personnes comme ça, là, qui agissent sous la violence, elles essayent d'isoler les personnes. J'étais pas une personne fragile, mais comme j'étais enfant, j'ai ma meilleure amie, là, qui est ici aussi. Elle m'a beaucoup aidée, elle m'a beaucoup soutenue, mais je vois que elle aussi, elle savait pas comment faire. On était jeunes, on était jeunes, c'était la première fois qu'on avait qu'on avait affaire à ce genre de situation-là. Moi, j'en parle maintenant avec un peu plus de facilité, mais c'est vrai que quand j'étais revenue, j'ai mis du temps à enlever de ma tête tout ce qui s'était passé bien avant, quoi. C'est resté pendant 1 an ou 2 quand même. Et ça a laissé des séquelles. Ça a laissé des séquelles. Ça a joué sur ma personnalité que oui, ça joue, ça nous forme en fait. Ce sont des expériences qui nous forment. Et est-ce que vous trouvez que justement l'entourage qui sait qu'une fille est battue ne réagit pas assez, parce que vous avez eu de la chance d'être bien entourée, mais il y a des filles qui se font taper, l'entourage le sait mais ne fait rien. Oui, c'est vrai que là c'est compliqué parce que c'est juger peut-être le mode de vie de certaines familles. Mais effectivement, il y a beaucoup de filles qui subissent, hein. Les gens, ils voient et puis, c'est peut-être ça aussi le danger. C'est important qu'une fille, elle se sente soutenue. Après, il y a des fois, on entend, c'est bien fait pour elle parce qu'elle a dû chercher. Oui, ça, on entend beaucoup chez nous. Voilà, elle a dû chercher, donc elle le mérite, mais même si c'est quelqu'un de ta famille, est-ce que tu peux parler comme ça? Et on ferme beaucoup les yeux, je sais pas, parce que peut-être des fois on a honte. Mais ça va continuer si on fait pas attention. On fait pas attention à nos fils et on ne fait pas attention à nos filles. Il y a beaucoup de situations où des fois, c'est vrai peut-être que les gens ils sont découragés aussi parce que ils disent à la fille de partir ou bien la fille elle part mais elle revient. C'est pas de leur faute, hein. Après, il faut bien qu'on se mette dans leur tête que c'est pas de leur faute, c'est que le détachement, il est vraiment difficile à faire. C'est une démarche qui est compliquée. Et parce qu'il y a l'amour qu'il y a derrière, il y a l'attachement. Et puis s'ils ont des enfants, il y a les enfants aussi qui vont jouer. Et les victimes, elles doivent prendre conscience aussi que c'est à elles d'avoir cette démarche-là, de bouger. Et c'est vraiment pas évident. Il y a eu plein de campagnes de sensibilisation, mais on voit bien que les phénomènes, ils restent, ils sont ancrés dans. Est-ce que la violence, c'est quelque chose qui est adossé au Kanak? Parce que à chaque fois qu'on parle de violence, c'est toujours une population qui est concernée et on a l'impression que cette population-là, elle est plus violente qu'une autre communauté, par exemple. C'est vrai qu'on a tendance à cibler les Kanaks. Après, il y a les médias aussi derrière. Parce que quand on regarde les médias, là, il y en a plein qui prennent parti. Parce que quand il s'agit d'un Kanak, on va mettre son nom. Mais quand il y a d'autres violences, moi je parle par exemple du cas de Mathilde, là, la jeune infirmière qui s'était faite shooter, je crois, non, elle avait été percutée par une voiture, là. À Lansvata. À Lansvata. Oui. Mais on n'a pas donné de suite. Par contre, c'est sûr que c'est plus facile de dire à monsieur un tel de la tribu de machin, parce que voilà. Mais c'est ça, c'est les médias aussi, je pense, qui font que les gens, ils sont ciblés sur ça. Moi, je vais parler du livre de, comment ça s'appelle? Madame Tissot, le diable s'est bien amusé. C'est pas des Kanaks qui y a à l'intérieur, hein. Donc, voilà, elle, c'est pas une Kanak, hein, mais elle a subi les violences aussi. Mais voilà, comme on préfère toujours pointer du doigt le vilain Kanak, le méchant Kanak qui sort de sa tribu puis presque à nous traiter de sauvages, là. Donc c'est normal qu'on va nous coller des étiquettes.
Après, peut-être que les gens de chez nous aussi, il faut qu'ils réagissent. Parce qu'au bout d'un moment, il y en Oui, a ça marre. veut pas dire qu'il Oui. faut pas qu'on réagisse. Voilà. Non, il faut réagir, il faut arrêter de, excuse-moi, t'es sous, tu prends pas le volant, tu tapes pas sur ta copine, faut arrêter de dire c'est chez nous, c'est chez nous. Et puis, chez nous, on a des mauvais comportements, et je pense que dans certaines grandes familles, il y a beaucoup de violence. Quand je dis de grandes familles, c'est les familles aisées de la capitale, c'est aussi bien chez les avocats. Excusez-moi, le docteur, il a bien tué l'amant de sa femme. Bon, voilà, c'était pas un Kanak sorti d'une des tribus. Hein. On met plus en lumière ce qui se passe chez les Kanaks. Voilà. Après, ils vont peut-être dire des cas isolés. Voilà, le médecin qui a tué l'amant de sa femme, ou bien, mais ce sont pas des cas isolés. C'est juste qu'on n'en parle pas. C'est ça. Ben, on parle du visible, on parle de nous parce qu'on est ici, on est en Calédonie. Et on est mis en lumière constamment. Voilà. Peut-être sous les mauvais projecteurs, faut pas toujours pointer du doigt. C'est ça, c'est écrit dans la Bible. Faut pas aller retirer la paille dans l'œil de ton voisin. Si toi, tu vois pas la poudre qui est dans le tien. Hein. La violence, c'est une affaire de tous. Mais nous, on a un travail à faire sur nous-mêmes aussi. Construire notre pays, mais on construit pas notre pays tout seul. Le pays, de toute façon, il s'est pas construit tout seul. Si on parle des colons qui sont arrivés, on peut pas parler du pays sans... Madame Backes, la dernière fois, elle a fait un lapsus où elle a dit qu'on vit face à face. Mais c'est pas vrai. Il y a que ceux qui ont envie de vivre face à face qui sont comme ça. Voilà, nous, dans nos villages, on côtoie aussi bien des Javanais que des Caldoches. On grandit ensemble. Quand on a envie de se dire les choses, on se dit les choses. Si ça, mais on vit ensemble, mais on vit pas face à face. C'est les discours politiques qui clivent. Ah, il y a ça aussi. Mais les politiciens, là, des fois, il faut qu'ils arrêtent de créer la division chez les gens. Tant qu'ils n'ont pas compris qu'ils travaillent pour le pays, ben, on sera toujours dans la même situation, là, où on va se regarder en chien de faïence. Ah, parce que l'autre, il est noir, parce que l'autre, il est blanc, parce que l'autre, il est capable, parce que l'autre, il est pas capable. Ils ont pas compris que c'est eux notre tête pensante. Enfin, si, je pense qu'ils ont compris, hein, parce qu'ils jouent bien à la pluie et le beau temps, là. Vu qu'ils ont été mis à leur poste par la collectivité, ben, à quel moment ils pensent aux gens? À quel moment ils vont arrêter d'entretenir ce genre de situation? On est dans la division, mais de toute façon, indépendantiste, loyaliste, tout le monde, on est tous pareils. Oui, ils sont tous dans le même sac. On sait pas, ils travaillent pour qui. Chose suivante, justement, c'était de vous demander si vous êtes engagé. Alors, c'est vrai que quand on dit engagé ici, on entend toujours l'engagement politique, mais dans le sens, dans un parti politique. Ben, je sais pas si je suis engagée, mais comme je dis ce que je pense. Des fois, j'ai l'habitude de rire de ça. Je dis parfois à mes élèves, je parle très mal. Même mon frère, là, voilà, mon grand frère, il me dit, mais c'est sûr que c'est toi qui écris les livres, là, parce que tu parles mal. C'est mon inspectrice en lettres l'année dernière qui m'avait dit que je parlais un français kaya. Mais j'avais envie de lui dire, moi, j'ai grandi à la tribu. Je vais pas me franciser, je vais pas me travestir juste pour vous faire plaisir. Par contre, ce que j'apprends derrière aux enfants, j'écris très bien. Et ce que j'écris, je l'ai appris de l'école, j'ai appris, ben voilà, de mes expériences. Donc c'est ça que je transmets à mes élèves, c'est l'écriture. Donc je sais pas si je suis engagée, je sais juste que quand je fais les choses, j'essaye d'aller jusqu'au bout. Après, je fais pas ça pour être reconnue, je fais pas. En fait, j'ai appris à être comme ça. Quand on commence un travail, on le finit. Vous êtes déjà engagé pour les enfants. Oui, voilà. Voilà, j'ai pris... À la tribu, dans l'association. Voilà. C'est vrai que c'est de l'engagement aussi. Voilà, c'est faire un travail pour le bien de la collectivité. C'est pour démentir, c'est ça que je voulais dire. C'était avec le vécu que j'ai eu, avec les expériences que j'ai eues. C'est des choses que j'ai jamais racontées. Par exemple, mon instituteur, voilà, on va toujours rire parce que mon instituteur en CM2, il disait que je trichais. D'ailleurs, je vous salue, Monsieur Guéry. Je vous ai pas oublié, non, mais c'est pour dire qu'il m'a bien... Il vous a marqué. Ils m'ont marqué parce que ça veut dire qu'il était en train de me sous-estimer. Ça veut dire que moi, j'étais pas capable d'avoir de bons résultats par rapport à d'autres élèves de la classe. Que pour lui, c'était impossible que c'est vous qui fournissiez un travail de qualité. Voilà. Et quand il m'a dit ça en CM2, j'ai dit, mais moi, je sais pas, j'ai pas triché, j'apprends mes leçons, je fais mon travail. Donc après, j'ai fait toute ma sixième, là. Ma sixième jusqu'à la troisième au collège de Koné. Je suis arrivée au lycée, voilà, j'ai eu la même chose, là. Mais celui-là, je l'ai oublié, là, mon principal, qui dit pendant tout le conseil de classe, parce que j'avais eu 18 à l'écrit.
Voilà, c'est là où je dis, j'avais eu 12 à l'oral pour le bac de français, où je parle, parfois j'ai du mal à m'exprimer, où voilà, je parle comme si j'étais à la tribu. Il y a un décalage entre Oui. l'écrit et l'oral. Voilà, il y a un gros décalage chez moi, hein, mais je reconnais après, voilà. Donc lui, il avait dit, ah, mais c'est le hasard qu'elle ait eu 18 à l'écrit. On verra si elle aura son bac. Ben, j'ai eu mon bac. Mais c'était juste pour démontrer que, Les préjugés. voilà, les préjugés, pour casser tout ça. Donc c'est ce qui a forgé ma personnalité. Puis après, le fait d'être resté 6 ans en France, loin de la famille, ça aussi, on était obligé de se défendre pour parler, pour dire les choses. Donc après l'engagement, ouais, j'ai pas vu ça comme ça. Moi, c'est les gens qui me disent, tu vois, c'est les gens qui me disent, ah, mais tu es quelqu'un d'engagé parce que tu fais. Puis je dis, ben on fait parce qu'on est chez nous. Parce que si on le fait pas, c'est qui va le faire pour nous. Voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent plus éduquer, qui veulent plus être professeurs. Mais c'est qui va parler avec nos enfants? C'est qui va qui peut encore leur transmettre certains discours? Enfin, moi, j'ai de la chance parce qu'on est dans l'enseignement privé. Donc, on a encore ce rapport avec les élèves où on peut discuter, on peut leur faire la morale s'il faut faire la morale. Parce que les parents, ils nous autorisent encore, pas tous les parents. Donc, on essaie quand même de faire attention. Mais voilà, on a encore cette possibilité de parler. Mais je me dis, si on ne le fait pas, qui va le faire? Donc, si c'est ça, c'est un engagement, ben oui, effectivement, je suis peut-être une personne... D'être actrice. Voilà. Peut-être parfois de la mauvaise façon, peut-être... mais je fais pour mener à bien des projets, pour valoriser ce qu'on a, pour valoriser les enfants, pour le bien de tout le monde. Puis on regarde pas pour qui on le fait pour tout le monde. Voilà, vous savez, j'ai changé ma façon de parler. Oui. Quand je suis arrivée de France et puis j'enseignais aux élèves, je leur disais souvent, il faut avoir des diplômes, comme ça vous aurez un bon travail, et vous allez vous en sortir. Puis maintenant, j'ai complètement changé ma façon de faire. Je dis à mes élèves, puis je m'excuse auprès des parents pour ça. Maintenant, je dis à mes élèves, il faut qu'ils soient heureux dans leur vie. Avec des diplômes ou sans diplôme, mais il faut qu'ils soient heureux. Nous, ce qu'on va leur apporter, c'est la base. On va leur apporter une base de connaissances. En lecture, en écriture, en calcul, peu importe. Mais plus tard, les choix de vie qu'ils vont faire, c'est qu'ils soient heureux. Parce que je pense que un enfant qui est heureux, un jeune adulte qui est heureux, c'est pas quelqu'un qui va emmerder les autres. C'est quelqu'un qui va faire en sorte d'être bien là où il est. Donc mon discours, il a totalement changé parce que toujours dire ouais, faut avoir des diplômes, tu vas avoir ça, tu vas avoir ceci, tu vas avoir et puis après, une fois que tu as tous tes diplômes et puis que tu t'es pas heureux dans ta vie, tu es quel genre de personne? Après les diplômes ça aide, hein, on va pas dire le contraire, mais un enfant épanoui, il peut, je pense que ça peut devenir un citoyen épanoui aussi qui va. Mais justement, vous avez beaucoup parlé de ce que vous transmettez à vos élèves. En tant que professeur de français dans un collège privé, quel constat vous faites par rapport au système éducatif en place? Ça ne fonctionne pas. Voilà. Là, par exemple, on va rentrer à l'école le 12 février. Sérieusement. 12 février. Nous, on n'a pas de clim dans nos salles de cours. Nos élèves, ils vont être fatigués. Ils vont être endormis. Faut les tenir. Ça fonctionne pas. Il faut arrêter, je pense, de calquer pas calquer, mais d'arranger certaines personnes, on va dire. Je sais pas si il faut peut-être revoir tout ça parce que les enfants, ils ne s'approprient pas l'école. C'est pas tous les enfants, mais les enfants qui aiment l'école, ce sont des cas exceptionnels. Voilà, les enfants qui aiment venir à l'école pour apprendre. Moi, je parle d'exception parce que la majorité, ils aiment pas. Déjà, moi, j'enseigne le français. Alors, allez leur parler de Victor Hugo, de Guy de Maupassant quand il fait 40 degrés dans la classe. Je peux vous dire que les Victor Hugo et les Maupassant, ils vont les oublier. Hein. Il faut avoir une autre approche. Après, c'est vrai que nous, quand on discute avec les collègues, on discute beaucoup du système anglophone, où il faut commencer les cours, avoir les matières fondamentales le matin, et l'après-midi que les enfants soient en activité. Mais c'est par exemple aller à la pêche. Pour apprendre à creuser des vers de terre. Les sortir de la classe. Voilà, les sortir de la classe, avoir le côté pratique, faire du jardinage. Il y a eu un débat une fois là sur les réseaux. Toujours. Moi, je regarde beaucoup les réseaux où il
il y avait un collège de Nouméa où ils avaient été faire un chant d'igname. Donc, il y avait une dame là, voilà, qui avait dit, ben dans ces cas-là, tout le monde se promène en Manou et puis voilà, on y va quoi. Mais j'avais envie de dire à cette dame, mais tous les grands vendeurs d'igname là qu'il y a ici dans notre région, là, c'est pas des Kanaks, hein. C'est les Caldoches qui font des grands champs pour pouvoir vendre les ignames. Donc, qu'est-ce qu'il y a de dégradant à apprendre à un enfant wallisien, enfin wallisien c'est bon parce que c'est les communautés du Pacifique, mais un petit Français ou un petit Vietnamien, qu'est-ce qu'il y a de dégradant à planter les ignames et à récolter? C'est comme il y a une pensée raciste. Oui, il y a une pensée raciste. C'est quoi c'est dégradant, ça veut dire que cette dame-là qui est aussi blanche que les Caldoches et elle va aller leur dire c'est dégradant le travail que vous faites. Ah non, moi je salue le travail des agriculteurs parce que c'est vrai que c'est eux qui fournissent et ils fournissent pas en petite quantité, ils fournissent en grande quantité. Donc eux, ils ont le mérite de travailler la terre aussi. Donc c'est ça l'école, c'est quelles sont les valeurs qu'on a envie d'apprendre, comment est-ce qu'on arrive à créer des liens entre les communautés. Donc les liens, moi je pense surtout quand on est enfant, c'est par les souvenirs, quand on partage, quand on fait des actions ensemble, des activités ensemble. Comment on peut dire que l'école, il faudrait proposer, il y a eu plein de propositions, hein. Si vraiment ils veulent voir les conditions de travail des enfants, qu'ils descendent et puis qu'ils viennent. Voilà, qu'ils viennent. Bon, on a les inspecteurs, nous, qui viennent dans nos classes. Mais pour voir les conditions de vie des enfants. Voilà, on vient regarder, être à 27 dans une classe. Vous croyez que c'est bien? Être 27 petits, là, dans une classe pour apprendre aux 30. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, sur les 30 enfants, là, il y en a bien une partie qui va être écartée. Donc, cette partie-là, qu'est-ce qu'on va en faire avec? On va les orienter, on va les réorienter, on va, leur dire de prendre une voie professionnelle, en fait, faut pas que l'école, ça devienne une usine. Les bons éléments, ils restent, puis les défectueux, on va aller faire, on parle d'enfants, hein, on parle pas de comment on peut enseigner à 27 ou 30 élèves dans une classe. Sérieux, faut être, je sais pas, à moins que tu t'appelles Robocop ou Wonder Woman ou je sais pas qui, là. Mais à 30 enfants dans une classe, tu peux pas. Il y en a qui rentrent des fois en classe de 6e qui ne savent pas lire. Il y en a qui savent pas écrire sur les lignes. Il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont très faibles, puis on a les moyens. Donc, à la fin, nous, notre travail, c'est d'emmener tous ces enfants-là, c'est vrai, vers la classe supérieure. Mais il y en a qu'on va laisser sur le bord de la route. Et ceux qu'on va laisser sur le bord de la route, on en fait quoi? Ouais, on en fait quoi? Mais nous, dans l'enseignement privé, on essaye de prendre nos enfants, de les accompagner, de leur apporter les bases. C'est pas évident, hein. Parce que le terme d'accompagnement, là, je sais que on nous dit de faire des projets, on nous dit qu'on fait ceci. Mais la crise, elle est pour tout le monde, elle est pas que pour les mines ou nous dans l'enseignement aussi. On nous dit, non, on peut pas vous donner des heures supplémentaires, donc vous faites avec ça. Donc, maintenant, il faut que nous, en tant que professeurs, on trouve des moyens pour faire en sorte que les enfants puissent apprendre dans de bonnes conditions. Mais l'idéal, moi je dis toujours à mes élèves, alors mes élèves, ils me regardent comme ça, ils sont contents, puis je dis, vous avez commencé l'école à 8h. Commencez l'école à 7h, pourquoi faire? Pardon, pour tous les gens qui travaillent dans les administrations, là. Vous vous rendez compte, faire commencer un enfant, nous on commence à 7h45. Les enfants, ils se réveillent parfois à 4h du matin pour prendre le bus à 5h, parce qu'ils viennent de tribus éloignées. Oui. Donc 5h, 5h30, après ils viennent, ils font la tournée. Donc ils sont réveillés déjà depuis 4h du matin. Elle a commencé tôt la journée. Voilà. Et après on prend les cours à 7h45. Oui, je dis aux élèves, commencez à 8h. On peut commencer à 8h. On fait la pause à 12h30, 13h. Ils mangent. Et l'après-midi, ils sont en activité. Oui. Un peu comme le système anglophone, anglo-saxon, oui, là, où, complètement. voilà, où après on les met dans les clubs de foot, on les met au basket, on les met au tennis. La peinture, de la musique, mais je sais pas. Il faudrait peut-être prendre exemple sur d'autres grands pays pour essayer d'améliorer nos résultats. Parce que sérieusement, la France, on est médiocre, hein, au niveau scolaire. C'est pas la Calédonie. Je parle bien de la France. Et malgré ça, on continue. Et malgré ça, voilà, on continue à foncer dans le mur. On voit bien que ça ne fonctionne pas, mais on continue. Donc moi, après, voilà, je me dis, si un enfant, il commence à 8h,
il s'est bien réveillé, il a bien mangé le matin avant de partir de chez lui. Il arrive, voilà, il a ses matières et l'après-midi, il va en sport, il va en peinture. Ben peut-être que c'est les éveiller à penser autrement, pas être. Et donc, c'est compliqué pour eux d'être concentrés à plusieurs dans une salle et toute la journée. Mon Dieu, moi, il y en a un qui s'est endormi dans ma classe. Il va se reconnaître s'il m'écoute. Il s'est endormi parce qu'il fait chaud. Ils sont fatigués, il fait chaud, donc oui, puis être avec d'autres enfants. Alors, j'entends souvent, oh ben ça va, t'as un métier facile. Mais tu es dans une salle, tu es enfermé 55 minutes avec des enfants qui ne sont pas les tiens et à qui il faut apprendre des choses. Et puis voilà, comme vous étiez en train de le dire, la concentration. Voilà. Écouter. Faire deux choses à la fois. Si des parents m'écoutent, il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à faire deux choses à la fois. Oui. Écouter une consigne et puis écrire. Voilà, ils arrivent pas à le faire. Donc après, on a plein de techniques. Voilà, de techniques pour essayer d'emmener l'enfant à se concentrer, puis en même temps. Mais ça devient compliqué l'enseignement aussi, hein. C'est très. Mais moi, j'ai fait l'expérience d'un remplacement de CM2. J'ai fait 1 mois, ça m'a suffi, hein. J'ai dit, mais ça, ce métier-là, faut être, tu vois, c'est une vocation. 30 élèves, j'avais 31 élèves. Parce que normalement, l'enseignant titulaire, c'était un homme, donc on a mis le plus de garçons avec lui. Mais il a pas pris son année, il avait un souci. Donc je suis arrivée dans la classe avec 31 élèves, une majorité de garçons, dont au moins 4 qui avaient des difficultés, plus que d'autres, mais que je découvre dans la classe. J'ai dit, mais ça, c'est juste pas possible. C'est compliqué. Ah, c'est très, très compliqué. Il y a des gens qui sont pas conscients. Il y a des parents aussi qui sont pas conscients que leur enfant est en difficulté. Il y a ça aussi. Il faut pas que les parents nient la difficulté de leur enfant parce que, par fierté, si l'enfant il a des difficultés, il faut aider à résoudre Est-ce qu'il y en a aussi qui délaissent beaucoup leurs enfants à l'école, dans le sens c'est l'école qui va leur faire l'éducation? Ah oui, il y en a beaucoup, mais par contre ils nous tombent dessus quand on commence à trop crier leurs enfants, quoi. Mais bon, moi je veux pas dire que j'ai un bon rapport avec mes parents, je veux pas dire que le rapport il est mauvais, mais je les interpelle quand il faut les interpeller. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui pensent que c'est l'école qui va faire toute l'éducation. Non, désolé, non. Mais comme je disais, on est dans l'enseignement privé et dans l'enseignement privé, je pense qu'on en fait un peu plus. Oui. Voilà. Moi, je suis très sévère avec mes élèves. Moi, je me cache pas, mais je peux rentrer dans la classe et lui parler 50 minutes sans que ça crie dans tous les sens. Mais par contre, quand nos élèves, ils ont des matchs de foot, je vais les regarder au foot. Il y a un rapport qui s'instaure entre nous et les élèves, même si on les crie beaucoup, voilà, on leur dit beaucoup de choses, on leur fait la morale, mais derrière, on les accompagne aussi à l'extérieur. Après, c'est un peu ça notre défaut aussi, c'est que peut-être qu'on les couvre trop. Comme on n'est pas nombreux au collège, ça fait que on est comme une petite famille. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un métier qu'il faut aimer. Moi, ça va faire quoi, 17 ans, bientôt 18 ans 17 ans, hein? Oui. Et vous en parlez toujours avec autant de passion. Ah, je sais pas, oui. Peut-être, oui. Mais, non, mais parce que voilà, c'est, d'une année à l'autre, en fait, c'est différent. On n'a pas le même public. On a parfois les mêmes difficultés. Alors, le niveau scolaire, ça devient compliqué. Voilà. Plus on va, plus on a l'impression que le niveau, il baisse. Nous, c'est un défi pour nous à chaque fois de dire, comment est-ce qu'on va faire pour, amener les enfants à la réussite, comment est-ce qu'on va faire pour que ils puissent aller dans les lycées où ils veulent. Mais les enfants et puis les parents, ils oublient que c'est eux avant tout la clé de la la clé de la réussite, c'est eux, voilà. C'est pas nous. Nous, on va leur donner des méthodes de travail, c'est l'enfant d'abord s'il veut, s'il est volontaire, et puis les parents derrière. C'est les parents qui doivent être le soutien de leur enfant, quoi. Et puis nous, on est là pour aider, on est là pour pouvoir emmener l'enfant à sortir du collège, à trouver la voie qu'il veut au lycée, et puis après à devenir une personne qui s'intègre dans la société.
une bonne personne, on espère. Hein. On arrive à la fin de l'interview, Madame Noëlla Pouemat. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre au micro de la pause décoloniale. Donc, on s'est beaucoup vous voyez, mais en vrai, on est quand même sœurs. Donc, je tiens à le dire. Merci beaucoup, ma sœur, d'avoir répondu à cet appel. Et puis, merci pour tous les mots que tu as partagés pour les jeunes, pour le pays. Merci à vous pour à toi et puis à vous l'émission de m'avoir laissé parler aujourd'hui. Donc voilà. C'était la seconde et dernière partie de l'interview de Noëlla Pouemat, autrice kanak, professeure de français au collège de Tieta-Avo et présidente de l'association Poa-Boa-Vitila. Dans cette seconde partie, Noëlla Pouemat partageait son point de vue sur les violences à l'égard des femmes, un thème qu'elle aborde dans ses œuvres. Elle donnait également son point de vue sur son engagement, son métier de professeur de français, et enfin, elle parlait également du système éducatif. Noëlla Pouemat est une femme kanak de Koné, engagée, qui sans langue de bois pointe les dysfonctionnements de notre société contre lesquels elle lutte à sa façon et à son niveau, et qui souligne par ailleurs l'intérêt de reformuler des pratiques, à commencer par l'école, si l'on veut construire une société avec des citoyens heureux. Retrouvez les deux parties de l'interview de Noëlla Pouemat sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la Pause décoloniale. Merci à vous pour l'écoute et merci à Radio Jido pour sa confiance. On se retrouve dans 15 jours sur les ondes du Canal K, toujours jeudi à 13h30 pour une nouvelle Pause décoloniale. À bientôt.